Le 31 août 161, dans la villa impériale de Lanuvium, Faustine la jeune pousse un cri de douleur. Elle met au monde des jumeaux. L'un d'eux, Lucius Aurelius Commodus, deviendra l'empereur le plus scandaleux de Rome. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la conception même de cet enfant, fruit d'une passion interdite entre l'impératrice et un gladiateur. Faustine la jeune collectionne les amants avec la même passion que d'autres collectionnent les œuvres d'art. Épouse de l'empereur philosophe Marc Aurèle, elle incarne publiquement la vertu impériale. Privément, elle mène une vie de débauche sophistiquée qui défraie la chronique romaine. Sa résidence secondaire de Gaète devient le théâtre de ses aventures. Cette station balnéaire prisée de l'aristocratie offre la discrétion nécessaire à ses escapades. Faustine y reçoit des marins au corps sculpté par les manœuvres, des acteurs de pantomime aux grâces efféminées et surtout des gladiateurs dont la virilité brutale l'électrise. Ces hommes de l'arène exercent sur elle une fascination particulière. Leur proximité constante avec la mort, leur courage face au danger, leur physique d'athlète forgé par l'entraînement quotidien réveillent en elle des instincts primitifs que l'éducation aristocratique a étouffés. Un jour, assistant au jeu dans le Colisée, Faustine aperçoit un gladiateur d'une beauté saisissante. Grand, musclé, avec un visage aux traits parfaits, cet homme incarne tout ce qui lui manque dans sa vie conjugale, avec le stoïque Marc Aurèle. Sa passion devient immédiatement obsessionnelle. Elle multiplie les stratagèmes pour l'approcher. Elle corrompt des gardiens, soudoie des entraîneurs, organise des rencontres secrètes dans les sous-sols du Colisée. Leurs étreintes se déroulent dans l'odeur de sable et de sang sur les paillasses où dorment les condamnés à mort. Cette liaison dépasse rapidement le simple désir physique. Faustine développe une véritable dépendance émotionnelle. Elle maigrit, perd le sommeil, refuse de participer aux obligations sociales de son rang. Son état inquiète l'entourage impérial qui ne comprend pas cette mélancolie soudaine. Marc Aurèle, observateur attentif de la nature humaine, remarque le changement radical de son épouse. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il ne se met pas en colère. Sa formation philosophique lui a appris à accepter les passions humaines comme des manifestations naturelles qu'il faut comprendre plutôt que condamner. Lorsque Faustine, rongée par la culpabilité et l'amour, finit par tout lui avouer, Marc Aurèle accueille cette confession avec un calme déconcertant. Il ne répudie pas son épouse, ne bannit pas l'amant, ne décrète aucune vengeance. Au contraire, il consulte des devins et des mages pour trouver une solution à cette situation délicate. Les astrologues consultés proposent un remède radical inspiré des anciens rituels de purification. Ils prescrivent la mort du gladiateur, suivi d'un bain de sang purificateur pour Faustine. Ce rituel doit transférer magiquement la passion de l'amant vers l'époux légitime. L'exécution se déroule dans le plus grand secret. Le gladiateur, attiré sous un prétexte fallacieux, est égorgé dans les sous-sols du palais. Son sang encore chaud remplit immédiatement une baignoire de marbre. Faustine s'y plonge entièrement, laissant le liquide tiède envelopper son corps nu. Ce bain macabre dure plusieurs heures. Faustine ressent immédiatement un apaisement mystérieux. Sa passion dévorante s'évanouit comme par enchantement. Le soir même, elle retrouve la couche conjugale avec un désir renouvelé pour Marc Aurèle. 9 mois plus tard, elle accouche de jumeaux. L'un d'eux ne survivra que quelques années. L'autre, Commode, portera à jamais en lui l'hérédité de ce gladiateur sacrifié. Il sera gladiateur dans l'âme, empereur par accident. Cette histoire, vraie ou inventée, circule dans tout Rome dès la naissance de Commode. Le peuple romain refuse d'admettre qu'un être aussi dépravé puisse descendre d'un père aussi vertueux que Marc Aurèle. La rumeur de la bâtardise devient plus acceptable que la réalité de l'hérédité. Marc Aurèle, pourtant, ne doute jamais de la paternité de Commode. Il l'élève comme son héritier légitime, lui prodigue la meilleure éducation possible, lui accorde tous les honneurs dus à son rang. Dès l'âge de 5 ans, Commode reçoit le titre de César. À 14 ans, il entre au collège des pontifes.
Mais l'enfant déçoit rapidement tous les espoirs paternels. Commode déteste viscéralement les études. La philosophie stoïcienne de son père lui paraît ennuyeuse et abstraite. Il préfère les exercices physiques aux dissertations morales, l'action à la réflexion, le concret à l'abstrait. Ses premiers accès de cruauté se manifestent très tôt. À 12 ans, lors d'un séjour à Saint-Umsel, il ordonne de jeter un esclave dans la fournaise parce que l'eau du bain n'est pas assez chaude. Son pédagogue, terrifié mais malin, brûle une peau de mouton dont l'odeur pestilentielle convainc l'enfant que ses ordres ont été exécutés. Cette anecdote révèle déjà la personnalité future de l'empereur. Commode associe naturellement l'autorité à la violence, le pouvoir à la terreur. Il ne conçoit pas d'autre moyen d'être obéi que d'inspirer la peur. Cette conception brutale du commandement s'oppose diamétralement à l'idéal stoïcien de son père. Les maîtres les plus renommés de l'époque tentent vainement de former son esprit. Fronton, le célèbre rhéteur, lui enseigne l'art de la parole. D'autres lui inculquent la littérature grecque et latine, l'histoire des grands hommes, la géographie de l'Empire. Rien n'y fait. Commode bâille pendant les leçons, s'endort sur ses livres, invente des prétextes pour échapper aux cours. Sa véritable passion se révèle dans les gymnases et les écoles de gladiateurs. Là, il découvre un univers qui correspond à son tempérament. La force prime sur l'intelligence, l'instinct sur la raison, l'action sur la parole. Ces hommes, rudes, habitués à côtoyer la mort, deviennent ses véritables maîtres. Commode apprend à manier l'épée avec une dextérité remarquable. Gaucher naturel, il développe cette particularité en avantage tactique. Ses adversaires droitiers peinent à s'adapter à ses attaques décroisées. Cette habileté technique lui procure ses premières vraies satisfactions personnelles. Mais au-delà de l'aspect martial, le jeune prince découvre dans ces lieux une camaraderie masculine qui le fascine. Ces hommes vivent dans l'instant présent, savourent chaque plaisir comme s'il était le dernier, développent entre eux des liens d'une intensité exceptionnelle. Cette fraternité de la mort séduit Commode bien plus que les relations policées de la cour impériale. En 177, la révolte d'Avidius Cassius en Orient précipite l'élévation politique de Commode. Marc Aurèle, vieillissant et malade, a besoin d'un successeur reconnu pour stabiliser l'Empire. Le 1er janvier 177, il confère à son fils le titre d'Auguste et les pleins pouvoirs impériaux. Cette promotion survient au pire moment. Commode, âgé de 16 ans, n'a aucune expérience politique réelle. Ses centres d'intérêt se limitent aux gladiateurs et aux spectacles. L'idée de gouverner l'empire le plus puissant du monde ne l'effraie pas. Elle l'ennuie profondément. Père et fils gouvernent ensemble pendant 3 ans. Cette période de corégence devrait former le futur empereur aux réalités du pouvoir. Au contraire, elle révèle son inadéquation totale aux responsabilités impériales. Commode assiste au conseil sans y participer, signe les documents qu'on lui présente sans les lire, délègue systématiquement toutes les décisions importantes. Marc Aurèle espère que la maturité corrigera ses défauts. Il multiplie les occasions de responsabiliser son fils, lui confie des missions diplomatiques, l'associe aux décisions militaires, peine perdue. Commode bâcle toutes les tâches qu'on lui confie pour retourner le plus vite possible à ses entraînements de gladiateur. L'empereur philosophe commence à douter de son choix. Ses proches conseillers lui suggèrent discrètement d'adopter un successeur plus qualifié. La tradition antonine privilégie d'ailleurs l'adoption méritocratique sur l'hérédité biologique. Mais Marc Aurèle hésite à désavouer publiquement son propre fils. Cette hésitation paternelle se révèle fatale pour l'Empire. En mars 180, Marc Aurèle meurt subitement à Vindobona, l'actuelle Vienne, au retour d'une campagne victorieuse contre les tribus germaniques. Commode, âgé de 18 ans, se retrouve seul maître du monde romain sans aucune préparation réelle. Sa première décision illustre parfaitement sa personnalité. Au lieu de poursuivre la politique de son père, il bâcle une paix de compromis avec les barbares vaincus et rentre précipitamment à Rome. L'appel de la capitale, avec ses plaisirs et ses spectacles, l'emporte sur toute considération stratégique. Ce retour précipité scandalise l'armée et les gouverneurs provinciaux.
Ils comprennent immédiatement qu'ils n'auront plus affaire au même type d'empereur. Marc Aurèle incarnait le devoir, la réflexion, la mesure. Son fils représente l'impulsivité, la jouissance, l'irresponsabilité. L'arrivée de Commode à Rome marque le début d'une nouvelle ère pour l'Empire. L'empereur de 18 ans découvre les possibilités infinies qu'offre le pouvoir absolu dans la capitale du monde. Aucune limite légale, morale ou pratique ne s'oppose à ses désirs. Sa première obsession concerne l'organisation de spectacles grandioses. Commode comprend instinctivement l'importance du divertissement pour maintenir la popularité impériale. Mais contrairement à ses prédécesseurs qui se contentaient d'organiser les jeux, il veut y participer directement. Cette volonté de descendre dans l'arène choque profondément l'aristocratie romaine. Depuis Auguste, les empereurs maintiennent une distance sacrée avec le peuple. Ils apparaissent comme des figures quasi divines, inaccessibles et majestueuses. Commode brise cette tradition séculaire en se mêlant physiquement au spectacle. Ses premières apparitions publiques dans l'amphithéâtre provoquent un mélange de fascination et d'horreur. Commode commence par chasser les fauves depuis une plateforme surélevée. Sa précision à l'arc impressionne les spectateurs. Il abat méthodiquement tous les animaux qui lui sont présentés. Lions, tigres, ours, sangliers. Mais cette démonstration d'habileté ne lui suffit pas. Il veut goûter aux sensations extrêmes que procure le combat rapproché. Progressivement, il descend au niveau de l'arène pour affronter directement les bêtes sauvages. Ces duels à mort contre des prédateurs redoutables électrisent le public. L'empereur développe rapidement une véritable addiction à l'adrénaline du combat. Cette drogue naturelle compense toutes les frustrations de sa vie quotidienne. Dans l'arène, il n'est plus un adolescent capricieux contraint aux obligations protocolaires. Il devient un guerrier authentique, confronté aux dangers immédiats. Ses victoires successives contre les fauves gonflent son ego démesuré. Commode commence à se prendre pour un héros mythologique. Il s'identifie progressivement à Hercule, le demi-dieu dont les 12 travaux incluaient la lutte contre des monstres terrifiants. Cette identification ne reste pas symbolique. Commode adopte physiquement les attributs d'Hercule. Il porte constamment une peau de lion sur les épaules et tient une massue à la main. Ces statues, qu'il fait ériger dans toute la ville, le représentent sous ses déguisements héroïques. Parallèlement à ces exhibitions bestiales, l'empereur commence à fréquenter assidûment les écoles de gladiateurs. Ces établissements, généralement situés près du Colisée, abritent les combattants professionnels qui animent les spectacles. Commode y trouve un environnement qui correspond parfaitement à ses goûts. Les écoles de gladiateurs constituent un monde à part dans la société romaine. Ces institutions mélangent casernes militaires, prisons et lupanards. Elles abritent des hommes au statut juridique varié: esclaves condamnés, prisonniers de guerre, volontaires attirés par la gloire ou l'argent. Tous ces hommes partagent la même condition paradoxale: méprisés socialement comme des criminels ou des esclaves, ils sont simultanément adulés comme des stars du spectacle. Cette ambiguïté statutaire fascine Commode, qui y reconnaît sa propre situation d'empereur illégitime. La vie quotidienne dans ces écoles obéit à des règles strictes. L'entraînement commence à l'aube et se poursuit jusqu'au coucher du soleil. Les gladiateurs développent une condition physique exceptionnelle grâce à des exercices répétitifs et intensifs. Leur alimentation, riche en protéines, forge des corps sculptés comme des statues grecques. Mais au-delà de l'aspect athlétique, ces hommes cultivent une mentalité particulière. Conscients de risquer leur vie à chaque combat, ils vivent dans l'instant présent avec une intensité maximale. Chaque plaisir est savouré comme s'il était le dernier, chaque émotion vécue à son paroxysme. Cette philosophie hédoniste séduit immédiatement Commode. Elle s'oppose diamétralement au stoïcisme de son père, qui prônait la maîtrise des passions et le détachement des plaisirs terrestres. Les gladiateurs incarnent une sagesse inverse. Puisque la mort peut survenir à tout moment, autant jouir pleinement de la vie. L'empereur découvre également dans ces lieux une camaraderie masculine d'une rare intensité. Ces hommes,
unis par le danger permanent, développent entre eux des liens quasi fraternels. Ils partagent tout: nourriture, entraînement, plaisir, angoisse. Cette solidarité absolue compense l'isolement inhérent à leurs conditions. Commode, habitué à la solitude du pouvoir suprême, trouve dans cette fraternité guerrière ce qui lui a toujours manqué. Pour la première fois de sa vie, il appartient à un groupe qui l'accepte pour ce qu'il est, pas pour son rang. Cette intégration authentique le comble bien plus que tous les honneurs impériaux. Les relations entre gladiateurs ne se limitent pas à la simple camaraderie. Privés de contacts féminins réguliers, beaucoup développent des liaisons homosexuelles, temporaires ou durables. Cette pratique, courante et acceptée dans leur milieu, ne choque personne. Elle fait partie intégrante de leur mode de vie communautaire. Commode découvre progressivement cette dimension intime de l'univers gladiatorien. Ces hommes, contraints à la chasteté hétérosexuelle par leur réclusion, trouvent dans l'amour masculin un exutoire naturel à leur pulsion. Leur relation mélange tendresse affective et passion physique avec une sincérité que l'empereur n'a jamais rencontrée ailleurs. L'attraction de Commode pour les gladiateurs évolue rapidement, de l'admiration sportive vers l'attirance personnelle. Plusieurs combattants remarquablement beaux ou particulièrement doués captent son attention de manière exclusive. L'empereur commence à développer des préférences individuelles qui dépassent le simple intérêt professionnel. Sa première liaison documentée concerne un jeune secutor nommé Martialis. Ce gladiateur, d'origine germanique, combine une beauté physique exceptionnelle avec une technique de combat remarquable. Grand, blond, musclé, il incarne parfaitement l'idéal masculin que recherche Commode. Leur première rencontre se déroule officiellement dans le cadre d'entraînements privés. L'empereur prétend vouloir perfectionner sa technique de combat en bénéficiant des conseils d'un spécialiste. Ces séances ont lieu dans une salle d'armes aménagée au palais, loin des regards indiscrets. Progressivement, ces entraînements se prolongent bien au-delà de leur justification sportive. Commode et Martialis passent des heures ensemble, d'abord à converser, puis à partager des repas, enfin à explorer une intimité croissante. L'empereur découvre avec ce gladiateur des sensations qu'aucune de ses concubines ne lui a jamais procurées. Cette relation initiale établit le modèle de toutes les suivantes. Commode développe un protocole de séduction sophistiqué qui mélange formation militaire, confidence personnelle et progression physique graduelle. Il sait exploiter son statut impérial pour attirer ses cibles tout en préservant l'illusion d'une relation égalitaire. Le secret de ces liaisons ne peut être maintenu longtemps dans l'environnement clos du palais. Les serviteurs, les gardes, les courtisans finissent par remarquer les absences prolongées de l'empereur et les privilèges accordés à certains gladiateurs. Les rumeurs commencent à circuler dans l'entourage impérial. Loin de nier ces relations, Commode les revendique progressivement comme une prérogative de son rang. Il considère que l'empereur, détenteur du pouvoir absolu, peut disposer de tous ses sujets selon ses désirs. Cette conception despotique du pouvoir justifie à ses yeux toutes les transgressions. Parallèlement, il commence à transformer l'organisation de la cour impériale pour l'adapter à ses nouvelles habitudes. Les appartements privés du palais sont réaménagés pour accueillir ses invités gladiateurs. Des bains privés, des salles d'entraînement, des chambres luxueuses sont mis à leur disposition. Cette cohabitation entre l'aristocratie traditionnelle et les hommes de l'arène crée un climat de tension permanent au palais. Les sénateurs et les hauts fonctionnaires doivent côtoyer des esclaves combattants traités comme des favoris impériaux. Cette promiscuité sociale bouleverse toutes les hiérarchies établies. Commode prend un plaisir sadique à choquer son entourage. Il organise des banquets où gladiateurs et patriciens sont mélangés sans distinction de rang. Il nomme ses amants à des postes administratifs importants. Il exige que ses courtisans traitent ses favoris avec le même respect qu'ils lui témoignent. L'histoire auguste
révèle l'ampleur de la réorganisation de la cour impériale sous Commode. L'empereur rassemble autour de lui 300 concubines, choisies parmi les plus belles femmes de l'Empire, et 300 jeunes hommes sélectionnés pour leur beauté physique et leurs talents érotiques. Cette double cour hédoniste obéit à des règles sophistiquées que Commode établit personnellement. Chaque groupe a ses privilèges, ses obligations, ses rivalités internes. L'empereur joue habilement de ses antagonismes pour maintenir son contrôle sur l'ensemble. Les concubines, recrutées dans toutes les classes sociales, représentent l'élite féminine de l'Empire. Certaines sont des patriciennes attirées par l'aventure du pouvoir, d'autres des courtisanes professionnelles habituées au luxe, quelques-unes des esclaves d'une beauté exceptionnelle affranchies pour l'occasion. Parallèlement, les 300 favoris masculins constituent un groupe encore plus hétéroclite. On y trouve des jeunes aristocrates en quête de protection impériale, des artistes séduisants, des athlètes remarquables et surtout des gladiateurs dont la virilité fascine l'empereur. Ces deux populations cohabitent dans une ambiance de compétition permanente pour attirer l'attention impériale. Commode distribue ses faveurs selon ses humeurs, créant des jalousies féroces et des alliances temporaires. Cette instabilité émotionnelle maintient tous ses amants dans une dépendance absolue. L'emploi du temps de cette cour particulière s'organise autour des plaisirs de l'empereur. Les matinées sont consacrées aux entraînements de gladiature avec les favoris, masculins. Les après-midi se déroulent dans les thermes où tous se mélangent, sans distinction de sexe ou de rang. Les soirées alternent banquets collectifs et tête-à-tête intimes. Commode développe un système de rotation sophistiqué pour gérer cette population considérable. Chaque amant, homme ou femme, bénéficie d'un créneau personnel avec l'empereur selon un calendrier complexe. Cette organisation industrielle de la sexualité révèle l'ampleur de l'appétit impérial. Les gladiateurs occupent une position privilégiée dans cette hiérarchie hédoniste. Leur proximité quotidienne avec la mort leur confère un charme particulier aux yeux de Commode. Ils considèrent que leurs étreintes lui transmettent magiquement une partie de leur courage et de leur force vitale. Cette croyance superstitieuse influence directement l'organisation des spectacles. L'empereur programme soigneusement ses relations intimes avec certains gladiateurs en fonction de leurs combats prévus. Il veut absorber leur énergie guerrière avant qu'ils la dépensent dans l'arène. Commode développe progressivement un protocole secret pour les nuits précédant les Bébés de Sétit, grand spectacle. Ces rituels mélangent superstition personnelle, plaisir sensuel et préparation psychologique. Ils révèlent la mentalité complexe d'un empereur qui se croit investi d'une mission divine. La veille des jeux importants, Commode fait venir dans ses appartements privés les gladiateurs qui l'attirent le plus. Ces hommes, conscients de risquer leur vie le lendemain, vivent ces moments avec une intensité exceptionnelle. Ils savent que ces heures peuvent être leurs dernières. Ces rencontres ne ressemblent à aucune relation sexuelle ordinaire. Commode y met une ferveur quasi religieuse, persuadé que l'acte physique avec un guerrier destiné à mourir lui transmet des qualités surnaturelles. Cette communion charnelle devient pour lui un sacrement personnel. L'empereur a aménagé spécialement pour ces occasions une chambre secrète dans ses appartements. Cette pièce, décorée de fresques représentant les exploits d'Hercule, contient un lit circulaire entouré de statues de gladiateurs célèbres. L'ambiance évoque un temple dédié au culte de la virilité guerrière. Les préliminaires de ces nuits particulières suivent un rituel immuable. Commode fait d'abord masser son partenaire avec des huiles parfumées importées d'Orient. Puis ils partagent un repas léger arrosé de vin grec. Enfin, ils s'entraînent ensemble au combat avant de passer aux choses sérieuses. Cette préparation minutieuse vise à créer une atmosphère d'intimité guerrière qui excite particulièrement l'empereur. Il veut que ses amants gladiateurs se sentent valorisés, respectés, aimés, avant d'affronter peut-être la mort. Cette générosité émotionnelle compense la brutalité du système qui les emploie. Pendant l'acte amoureux lui-même, Commode développe des pratiques spécifiques, inspirées de ses lectures mythologiques.
Il se persuade qu'en dominant physiquement un gladiateur, il absorbe magiquement ses qualités martiales. Cette théorie personnelle justifie sa préférence pour la position active. L'intensité de ses étreintes dépasse largement le simple plaisir physique. Commode y met toute sa frustration d'empereur illégitime, toute sa soif de reconnaissance authentique, tout son besoin d'appartenir vraiment à quelque chose. Ces moments représentent les seuls où il se sent complètement lui-même. Au petit matin, l'empereur accompagne personnellement ses amants jusqu'à l'arène. Il veut être le dernier visage ami qu'il voit avant le combat. Cette sollicitude finale révèle une facette touchante de sa personnalité, normalement masquée par l'arrogance et la cruauté. Pendant les combats eux-mêmes, Commode observe, avec une attention particulière, les performances de ses anciens partenaires. Il guette dans leurs gestes la trace de leur nuit commune, espère reconnaître dans leur courage l'influence de son amour. Cette identification narcissique transforme chaque combat en validation personnelle. L'évolution logique de cette obsession conduit Commode à franchir la barrière ultime, descendre lui-même, combattre dans l'arène du Colisée. Cette transgression absolue de la dignité impériale marque un tournant dans son règne et dans l'histoire de Rome. Ses premières apparitions publiques en tant que gladiateur provoquent un choc considérable. Voir l'empereur du monde romain, descendant d'une lignée prestigieuse, se rabaisser au niveau d'un esclave combattant défie toutes les conventions sociales établies depuis Auguste. Commode adopte l'équipement traditionnel des sécutors, gladiateurs lourdement armés spécialisés dans la poursuite des rétiaires. Il porte un casque orné de plumes, un bouclier rectangulaire au bras droit et manie une épée courte de la main gauche. Sa condition de gaucher lui procure un avantage tactique contre des adversaires droitiers. Ses premiers combats sont soigneusement orchestrés pour garantir sa victoire. Les organisateurs choisissent des adversaires complaisants ou handicapés qui ne peuvent pas réellement menacer la vie impériale. Commode se contente généralement de blesser légèrement ses opposants avant de proclamer sa victoire. Malgré cette mise en scène, ses performances révèlent une réelle maîtrise technique. Les années d'entraînement intensif avec les meilleurs gladiateurs de l'Empire portent leurs fruits. Commode manie l'épée avec une dextérité remarquable, se déplace avec agilité, frappe avec précision. Le public du Colisée réagit de manière ambivalente à ces exhibitions. D'un côté, la foule apprécie le spectacle exceptionnel d'un empereur combattant personnellement. De l'autre, beaucoup sont choqués par cette dégradation de la majesté impériale. Les réactions mélangent fascination et réprobation. Commode, grisé par l'adrénaline du combat et les acclamations populaires, multiplie ses apparitions dans l'arène. Il ne se contente plus de combats occasionnels. Il développe une véritable carrière de gladiateur parallèle à ses fonctions impériales. Dion Cassius rapporte qu'il participe à près de 1000 combats de gladiateurs devant le peuple romain. Ce chiffre, même s'il est probablement exagéré, témoigne de l'ampleur de cette obsession. Commode consacre une part considérable de son temps et de son énergie à ses performances. L'empereur développe progressivement sa propre mise en scène spectaculaire. Il fait modifier l'arène du Colisée pour l'adapter à ses goûts personnels. Il commande des costumes somptueux, des armes décorées, des accessoires théâtraux qui rendent ses combats encore plus impressionnants. Cette professionnalisation de ses exhibitions gladiatoriennes révèle un aspect troublant de sa personnalité. Commode semble préférer sincèrement sa carrière d'entertainer à ses responsabilités d'empereur. Il trouve dans l'arène une satisfaction personnelle que le pouvoir politique ne lui procure pas. L'identification de Commode à Hercule dépasse progressivement le simple costume de théâtre pour devenir une véritable métamorphose psychologique. L'empereur se persuade qu'il est réellement la réincarnation du héros mythologique, envoyé par les dieux pour régénérer l'Empire romain. Cette conviction délirante influence tous ses actes publics et privés. Commode abandonne définitivement son nom de famille pour exiger qu'on l'appelle uniquement Hercule, fils de Zeus. Il fait modifier tous les documents officiels pour refléter cette nouvelle identité divine. Son apparence physique se transforme pour correspondre à l'iconographie traditionnelle du héros. Il porte constamment une peau de lion sur les épaules, tient une massue dorée à la main,
se fait représenter sur les monnaies avec les attributs d'Hercule. Cette métamorphose vestimentaire accompagne une évolution psychologique profonde. Commode commande la création de centaines de statues, le représentant en Hercule. Ses œuvres, érigées dans toutes les villes importantes de l'Empire, remplacent progressivement les effigies traditionnelles des empereurs précédents. Rome se transforme en sanctuaire géant dédié au culte de sa personnalité divinisée. L'inscription qu'il fait graver sur son colosse personnel au Colisée illustre parfaitement sa mégalomanie. Au lieu des titres traditionnels célébrant ses victoires militaires ou ses vertus civiques, on peut lire « Le premier secutor gaucher, vainqueur à lui seul de 12 000 hommes ». Cette substitution révèle ses vraies priorités. Parallèlement à cette transformation iconographique, Commode révolutionne le calendrier romain. Il rebaptise tous les mois de l'année de noms tirés de ses propres titres ou exploits. Janvier devient Amazonius, en l'honneur de ses victoires contre des femmes guerrières dans l'arène. Mars prend le nom de Ex Superatorius pour célébrer sa supériorité sur tous les combattants. Cette manie nomenclaturale s'étend à l'ensemble de l'Empire. Rome elle-même est rebaptisée Colonia Lucia Annia Commodiana. Ses habitants deviennent les Commodiani. Les légions reçoivent de nouveaux noms glorifiant leur empereur gladiateur. Cette révolution symbolique vise à effacer toute trace de l'histoire antérieure à son règne. L'empereur pousse l'identification herculéenne jusqu'à adopter les pratiques sexuelles qu'il attribue aux héros mythologiques. Les légendes évoquent la virilité légendaire d'Hercule et ses nombreuses conquêtes masculines et féminines. Commode se sent autorisé par ce modèle à multiplier ses propres aventures dans les deux genres. Ses relations avec les gladiateurs prennent une dimension quasi mystique. Il se persuade que chaque étreinte avec un combattant lui transmet une partie de la force herculéenne. Cette théorie personnelle justifie une frénésie sexuelle qui scandalise même ses courtisans habitués à ses excès. L'empereur développe un système de classification de ses amants gladiateurs selon leur ressemblance supposée avec les compagnons mythologiques d'Hercule. Chacun reçoit un surnom tiré de la mythologie et un rôle spécifique dans les rituels intimes du palais. Cette théâtralisation permanente révèle un esprit complètement déconnecté de la réalité. Dion Cassius témoigne d'un spectacle de 14 jours organisé par Commode qui révèle l'ampleur de sa folie des grandeurs. Cet événement, organisé pour célébrer ses propres exploits, dépasse en extravagance tout ce que Rome a jamais connu. Le premier jour, Commode apparaît déguisé en Mercure, messager des dieux, avec des vêtements entièrement dorés. Assis sur un trône de métal précieux, il préside personnellement aux appariements des gladiateurs. Cette mise en scène théâtrale prépare ses propres apparitions spectaculaires dans l'arène. Les sénateurs, contraints d'assister au spectacle en grande tenue, voient dans ce déguisement divin un présage funeste. Mercure guide traditionnellement les âmes des morts vers les enfers. Sa présence dans l'arène annonce symboliquement la mort prochaine de l'empereur lui-même. Les jours suivants, Commode massacre systématiquement tous les animaux qui lui sont présentés. Il abat d'une flèche un tigre du Bengale, transperce un hippopotame d'Égypte, terrasse un éléphant d'Afrique. Sa précision technique impressionne, mais cette tuerie gratuite révèle une cruauté pathologique. L'empereur ne se contente pas de performances individuelles. Il organise des combats collectifs d'une violence inouïe. Des dizaines de gladiateurs s'affrontent simultanément dans des mêlées sanglantes où la survie dépend autant de la chance que de l'habileté. Ces boucheries spectaculaires électrisent un public habitué pourtant à la violence. Entre chaque combat, Commode descend personnellement dans l'arène pour achever les blessés graves. Il prétend abréger leur souffrance par humanité. Mais cette pratique lui permet surtout d'augmenter artificiellement son score de victimes. Chaque coup de grâce gonflait son palmarès personnel. Le point culminant de ces festivités survient quand l'empereur affronte simultanément plusieurs adversaires attachés ensemble par des chaînes. Ces handicaps imposés garantissent sa victoire,
tout en créant un spectacle inédit. Les gladiateurs enchaînés ne peuvent ni fuir, ni coordonner leurs attaques. Dion Cassius rapporte que pendant ces 14 jours, l'empereur reçoit quotidiennement 250 000 sesterces pour ses performances. Cette rémunération astronomique, prélevée sur le trésor public, illustre le coût financier de ses caprices. Commode transforme l'Empire en sponsor de ses exhibitions personnelles. L'impact psychologique de ces spectacles sur la population romaine est considérable. Voir leur empereur se comporter comme un histrion de bas étage brise quelque chose dans l'idée qu'ils se font du pouvoir impérial. Cette désacralisation de la fonction suprême prépare les troubles futurs. Parallèlement à ces exhibitions publiques, Commode transforme radicalement l'organisation interne du palais impérial. Sa résidence devient un lieu de débauche permanente où toutes les conventions sociales traditionnelles sont abolies. L'empereur organise sa cour selon le modèle des anciens empires orientaux qu'il connaît par ses lectures. Il s'inspire particulièrement de Babylone et de la Perse, civilisations réputées pour leur raffinement hédoniste et leur mépris des contraintes morales occidentales. Ces 300 concubines féminines sont réparties dans des appartements luxueux décorés selon les goûts de chaque région de l'Empire. Les Gauloises disposent de chambres aux murs peints de forêts de chênes. Les Égyptiennes vivent dans des décors évoquant les bords du Nil. Les Africaines bénéficient d'ambiances rappelant les oasis sahariennes. Parallèlement, ces 300 favoris masculins occupent une aile spéciale du palais aménagée comme une caserne de luxe. Ces hommes, pour la plupart d'anciens gladiateurs ou des athlètes remarquables, vivent dans un confort inouï pour leurs conditions sociales d'origine. L'emploi du temps de cette double cour hédoniste s'organise autour des caprices de l'empereur. Commode a établi un système de rotation complexe qui lui permet de profiter régulièrement de chacun de ses amants sans créer de jalousies excessives. Cette gestion industrielle de la sexualité révèle un esprit organisateur sous-jacent. Les matinées se déroulent généralement dans les gymnases du palais, où l'empereur s'entraîne avec ses favoris masculins. Ces séances sportives, officiellement destinées à maintenir sa forme physique, servent souvent de préliminaires à des activités plus intimes. Les après-midi sont consacrés aux thermes où tous les habitants du palais se mélangent sans distinction de sexe, de rang ou de fonction. Ces bains collectifs, inspirés des pratiques orientales, permettent à Commode d'observer tranquillement ses options pour la soirée. Les repas du soir alternent banquets collectifs et dîners en petit comité. L'empereur aime organiser des festins où sénateurs et gladiateurs sont mélangés sur les mêmes divans. Cette promiscuité sociale choque profondément l'aristocratie traditionnelle mais amuse Commode qui y trouve un moyen de démontrer son pouvoir absolu. Parmi tous ses amants, Commode développe des relations privilégiées avec quelques gladiateurs exceptionnels qui marquent durablement sa vie sentimentale. Ces liaisons dépassent la simple attraction physique pour devenir de véritables passions amoureuses. Sa relation la plus documentée concerne un gladiateur thrace nommé Narcissus. Cet homme d'une beauté légendaire combine grâce physique et habileté technique exceptionnelle. Il appartient à la catégorie des rétiaires, gladiateurs, légers armés d'un trident et d'un filet. Narcissus fascine Commode par son style de combat aérien et sa personnalité mystérieuse. Contrairement aux autres gladiateurs, généralement extravertis et brutaux, il cultive une élégance féline qui évoque les danseurs orientaux. Cette singularité attire irrésistiblement un empereur en quête permanente de nouveautés. Leur première rencontre se déroule dans l'arène lors d'un combat d'exhibition où Narcissus affronte un secutor expérimenté. Sa victoire, obtenue grâce à une combinaison spectaculaire de feintes et d'attaques décroisées, électrise l'assistance et captive définitivement l'attention impériale. Dès le lendemain, Commode fait convoquer le gladiateur dans ses appartements, privé sous prétexte d'analyser sa technique de combat. Cette entrevue, initialement prévue pour durer 1 heure, se prolonge toute la nuit. Les gardes du palais entendent des gémissements de plaisir qui ne laissent aucun doute sur la nature des activités pratiquées.
Cette liaison, contrairement aux autres aventures de l'empereur, évolue vers une véritable relation affective. Narcissus ne se contente pas de satisfaire les désirs physiques de Commode. Il devient son confident, son conseiller intime, presque son égal psychologique. L'influence de ce gladiateur sur les décisions impériales devient rapidement considérable. Commode le consulte sur les nominations administratives, les questions militaires, même les affaires de politique étrangère. Cette intrusion d'un esclave combattant dans les arcanes du pouvoir scandalise l'entourage traditionnel. Narcissus exploite habilement sa position privilégiée pour enrichir sa famille et protéger ses amis gladiateurs. Il obtient de Commode des grâces pour les condamnés, des récompenses pour les combattants méritants, des améliorations des conditions de vie dans les écoles. Cette générosité lui vaut la reconnaissance du milieu gladiatorien. Mais cette relation exceptionnelle contient en germe sa propre destruction. Narcissus, conscient de son pouvoir sur l'empereur, développe progressivement des ambitions politiques personnelles. Il rêve secrètement de remplacer les conseillers traditionnels et de gouverner l'Empire dans l'ombre. En 191, un incendie d'une ampleur considérable ravage une grande partie de Rome. Cet événement tragique, qui détruit notamment le Temple de la Paix et le Temple de Vesta, offre à Commode l'occasion de réaliser ses fantasmes les plus grandioses de reconstruction urbaine. L'empereur, loin de pleurer les destructions, y voit une opportunité divine de refonder Rome selon ses goûts personnels. Il se proclame nouveau Romulus et décide de rebâtir la ville selon un plan d'urbanisme révolutionnaire inspiré de ses lectures sur les cités orientales. Le projet initial prévoit la construction d'un quartier entièrement dédié aux gladiateurs au cœur de la ville. Cette zone, baptisée Herculeum, doit comprendre des écoles d'entraînement, des thermes luxueux, des jardins d'agrément et surtout un nouveau colisée de dimensions colossales. Commode veut que son arène personnelle surpasse en grandeur tous les amphithéâtres existants. Les plans qu'il fait établir prévoient une capacité de 200 000 spectateurs et des innovations techniques révolutionnaires. Des ascenseurs hydrauliques permettront de faire surgir décors et combattants des sous-sols. Parallèlement à ces constructions sportives, l'empereur projette l'édification d'un palais nouveau où gladiateurs et courtisans cohabiteront dans un luxe inouï. Cette résidence révolutionnaire doit matérialiser sa vision d'une société où la force physique prime sur la naissance aristocratique. Les travaux de reconstruction mobilisent des ressources considérables prélevées sur l'ensemble de l'Empire. Des architectes orientaux sont recrutés pour concevoir les bâtiments. Des artisans spécialisés affluent de toutes les provinces pour réaliser les décorations. Des matériaux précieux sont importés d'Afrique et d'Asie. Ces dépenses pharaoniques grèvent dangereusement les finances publiques déjà mises à mal par les spectacles permanents et les largesses impériales. Les gouverneurs provinciaux peinent à collecter les impôts supplémentaires nécessaires au financement de ces projets grandioses. L'ampleur de la reconstruction révèle aussi les intentions politiques profondes de Commode. En transformant physiquement Rome, il veut imposer symboliquement sa révolution sociale. La nouvelle ville doit incarner ses valeurs. Force, spectacle, plaisir immédiat. Mais ces travaux titanesques ne seront jamais achevés. L'empereur meurt avant d'avoir pu réaliser complètement sa vision urbanistique. Ses successeurs abandonneront la plupart de ses projets, considérés comme des folies dispendieuses sans utilité réelle. En 192, après 12 années de règne scandaleux, l'opposition à Commode atteint son paroxysme. Ses excès quotidiens, ses relations ostentatoires avec les gladiateurs, ses exhibitions dégradantes dans l'arène ont épuisé la patience de tous les groupes sociaux de l'Empire. Le complot qui se forme contre lui unit des personnages habituellement opposés. Marcia, sa concubine principale depuis plusieurs années, Éclectus, son chambellan de confiance, et Létus, le préfet du prétoire, décident conjointement d'agir. Cette alliance révèle l'ampleur de l'isolement impérial. Marcia, une chrétienne secrète,
supporte de plus en plus mal les orgies permanentes du palais et l'influence grandissante des gladiateurs sur son amant. Elle craint que l'empereur finisse par l'abandonner complètement pour se consacrer exclusivement à ses relations masculines. Eclectus, administrateur compétent, voit l'Empire sombrer dans le chaos à cause de l'incompétence et des caprices de son maître. Il redoute que la situation financière désastreuse provoque des révoltes généralisées dans les provinces orientales déjà agitées. Laetus, militaire professionnel, constate la dégradation de l'autorité impériale auprès des légions frontalières. Les soldats acceptent de plus en plus mal d'obéir à un empereur qui se conduit comme un histrion et néglige les questions stratégiques essentielles. Le déclencheur immédiat de la conjuration survient quand Commode annonce son intention de paraître publiquement déguisé en gladiateur pour les festivités du 1er janvier 193. Cette perspective ultime d'humiliation, pour Rome décide les hésitants à passer à l'action. Les conjurés élaborent un plan en 2 phases. D'abord, empoisonner discrètement l'empereur pendant un repas, puis, si cette méthode échoue, recourir à la violence directe. Cette double précaution révèle leur détermination absolue à en finir avec Commode. L'exécution commence le soir du 31 décembre 192 lors d'un banquet privé organisé dans les appartements impériaux. Marcia verse personnellement le poison dans le vin de Commode, profitant de son habitude de lui faire goûter chaque coupe pour s'assurer de sa qualité. Le poison choisi, probablement de l'arsenic, agit rapidement, mais incomplètement. Commode, pris de violents vomissements, rejette une partie du produit toxique. Son organisme, habitué aux excès de toutes sortes, résiste mieux que prévu à l'empoisonnement. Paniqués par cet échec partiel, les conjurés improvisent une solution de secours. Ils font appel à Narcissus, l'ancien amant gladiateur devenu complice du complot. Sa connaissance intime des habitudes impériales en fait l'instrument idéal pour parachever l'assassinat. Narcissus pénètre dans la chambre où Commode, affaibli par le poison et l'ivresse, récupère dans son bain. Profitant de la vulnérabilité de l'empereur, il l'étrangle de ses mains nues. Cette mort violente, dans l'intimité d'une baignoire, illustre parfaitement la dégradation finale du pouvoir impérial. La mort de Commode provoque immédiatement une explosion de joie dans l'ensemble de l'Empire. Le Sénat, réuni en urgence, décrète la damnatio memoria, la plus sévère de l'histoire romaine. Cette condamnation posthume vise à effacer complètement toute trace du règne Oni. Ces statues sont systématiquement abattues dans toutes les villes de l'Empire. Les soldats et la foule civile participent avec enthousiasme à cette destruction organisée. Les représentations d'Hercule Commode sont brisées à coups de marteau, les inscriptions glorifiant ses exploits gladiatoriaux sont martelées. Son nom disparaît de tous les documents officiels. Les actes juridiques, les dédicaces monumentales, les calendriers sont modifiés pour éliminer toute référence à l'empereur défunt. Rome redevient Rome. Les mois retrouvent leurs appellations traditionnelles. Les monnaies frappées à son effigie sont refondues massivement. L'or et l'argent impériaux sont recyclés pour créer de nouvelles pièces glorifiant ses successeurs. Cette destruction méthodique du monnaillage révèle la volonté d'effacer jusqu'au souvenir économique du règne. Parallèlement, une purge impitoyable frappe l'entourage impérial. Les 300 concubines sont renvoyées dans leur famille ou vendues comme esclaves selon leur origine sociale. Les 300 favoris masculins subissent un sort plus tragique. La plupart sont exécutés pour éviter qu'ils témoignent des pratiques secrètes du palais. Les gladiateurs qui ont bénéficié des faveurs impériales font l'objet d'une persécution particulière. Ceux qui ont couché avec l'empereur sont torturés pour obtenir des détails sur ses pratiques intimes, puis éliminés discrètement. Cette liquidation vise à empêcher la divulgation de secrets compromettants. Narcissus lui-même, malgré son rôle dans l'assassinat, ne survit que quelques semaines à son ancien amant. Les nouveaux maîtres du pouvoir ne peuvent tolérer l'existence d'un témoin aussi gênant. Il meurt officiellement de maladie
enchantant, réalité empoisonnée par les services du nouveau régime. La transformation du palais impérial accompagne cette épuration humaine. Les appartements consacrés aux orgies sont détruits et reconstruits selon un plan plus traditionnel. Les gymnases privés, les thermes mixtes, les chambres à thème sont remplacés par des bureaux administratifs sobres. Même les livres de comptes relatifs au spectacle de commode sont brûlés pour éviter que la postérité découvre l'ampleur des dépenses consacrées à ces exhibitions. Cette destruction comptable vise à empêcher toute évaluation précise du coût financier de ces caprices. Malgré cette tentative d'effacement systématique, le règne de Commode laisse des traces durables dans la mémoire collective romaine. Les historiens contemporains, Dion Cassius et Hérodien en tête, préservent dans leurs œuvres le souvenir de ces excès pour édifier les générations futures. Ces témoignages, même s'ils sont parfois exagérés ou déformés par l'hostilité de leurs auteurs, constituent les seules sources fiables sur la personnalité réelle de l'empereur gladiateur. Ils révèlent un homme complexe, à la fois séduisant par sa transgression des codes et répugnant par sa cruauté gratuite. L'impact de son règne dépasse la simple anecdote scandaleuse. Commode a brisé définitivement l'idéal antonin qui dominait l'Empire depuis un siècle. Sa conception brutale du pouvoir, sa priorité donnée au spectacle sur l'administration, son mépris des traditions annoncent l'évolution future de l'institution impériale. Les empereurs du IIIe siècle adopteront progressivement des comportements plus militaires, plus brutaux, plus proches de celui des soldats que de l'aristocratie civile traditionnelle. Cette évolution, amorcée par Commode, transformera durablement la nature du pouvoir romain. Son identification au gladiateur révèle aussi l'émergence de nouvelles valeurs sociales. La force physique, le courage individuel, la capacité de divertissement commencent à rivaliser avec la naissance aristocratique et l'éducation classique comme critères de légitimité politique. Cette révolution culturelle, esquissée sous Commode, s'épanouira pleinement avec les empereurs-soldats du siècle suivant. Des hommes issus des camps militaires accéderont au pouvoir suprême en s'appuyant sur leurs qualités guerrières plutôt que sur leur pédigré familial. L'attraction, exercée par les gladiateurs sur l'élite romaine, ne disparaît pas avec la mort de Commode. Cette fascination pour la virilité brutale et authentique continue de séduire une aristocratie décadente en quête de sensations fortes. Les écoles de combat restent des lieux de rencontre privilégiés pour les débauchés de haut rang. Paradoxalement, la Damnatio Memoriae contribue à entretenir le mythe de Commode. En interdisant d'évoquer publiquement son règne, elle transforme l'empereur scandaleux en figure de légende. Son souvenir se transmet clandestinement, déformé par la rumeur et embelli par l'imaginaire populaire. Aujourd'hui encore, 16 siècles après sa mort, Commode continue de fasciner par son mélange unique de grandeur et de déchéance. Son règne illustre parfaitement les dangers de l'absolutisme quand il s'exerce sans limite morale ou institutionnelle. L'empereur gladiateur incarne un rêve et un cauchemar simultanés, celui du pouvoir sans entrave, de la liberté totale, de la transgression absolue. Il révèle ce que peut devenir un homme quand aucune limite ne s'oppose à ses désirs les plus secrets. Sa relation passionnelle avec les gladiateurs dépasse la simple attraction sexuelle. Elle symbolise la quête d'authenticité d'un aristocrate étouffé par les conventions sociales. Dans les bras de ces hommes rudes, Commode cherche une vérité humaine que l'étiquette impériale lui interdit. Cette recherche désespérée d'un contact authentique avec la réalité explique en partie ses excès. Privé depuis l'enfance de relations humaines normales, isolé par son rang dans une bulle de flatterie permanente, l'empereur trouve dans l'arène la seule situation où sa vie est réellement en jeu. Les gladiateurs représentent pour lui l'incarnation d'une humanité totale qui mélange force et fragilité, courage et peur, vie et mort. Leur proximité constante avec ces extrêmes existentiels les rend précieux aux yeux d'un empereur blasé par tous les autres plaisirs. Son identification progressive à Hercule révèle sa volonté de dépasser sa condition d'homme ordinaire pour atteindre un statut quasi divin.
Cette aspiration à la transcendance, même déviée vers des voies destructrices, témoigne d'une ambition spirituelle authentique. La tragédie de Commode réside dans l'inadéquation entre ses aspirations profondes et les moyens dont il dispose pour les réaliser. Empereur du monde mais prisonnier de son rang, il possède tous les pouvoirs, sauf celui d'être vraiment lui-même. Sa mort violente, orchestrée par ses proches, sanctionne cette contradiction fondamentale. Mais elle ne peut effacer l'impact de son règne sur l'imaginaire occidental. Commode demeure le symbole éternel de la liberté absolue et de ses conséquences terrifiantes. L'empereur qui couchait avec des gladiateurs continue de nous interroger sur les limites du pouvoir, les dangers de l'isolement social et la quête universelle d'authenticité dans un monde artificiel. Son histoire, mélange de vérité historique et de légendes scandaleuses, illustre l'éternelle tension entre l'ordre civilisationnel et les pulsions primitives qui sommeillent en chaque être humain.